Le 6 novembre au Cameroun est une date historique. Ce 6 novembre 2024 marquait la 42e année du président Paul Biya à la magistrature suprême. Que retenir des années du président Paul Biya à la tête du Cameroun et comment entrevoir l'avenir du dirigeant camerounais au sommet de l'État dans un contexte marqué par une élection présidentielle à venir, notamment en 2025. Nous en parlons en première partie de cette édition et puis en deuxième partie, Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis d'Amérique. Le candidat républicain a battu sa rivale démocrate Kamala Harris lors de la présidentielle américaine du 5 novembre dernier. Quel est l'intérêt pour l'Afrique et le monde également de cette victoire du candidat républicain? Mesdames, Messieurs, vous êtes à la table du décryptage et l'analyse de l'actualité africaine et mondiale. C'est l'After News sur Global LTV. À tout de suite. Une fois encore, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition, l'After News sur Global LTV. 42 ans au pouvoir. Quel avenir pour le président de la République, Paul Biya, au sommet de l'État? C'est la thématique qui constitue l'ossature de cette édition. En première partie, bien sûr, on va revenir en deuxième partie avec d'autres panélistes. Mais pour le moment, recevons sur ce plateau Maître Georges Teghem. Il est militant du RDPC. Maître, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir à nos multiples ou nos millions de téléspectateurs. Merci de m'accueillir. Permettez-moi, Lauré, de renouveler à notre champion, le président national du RDPC, qui est en même temps président de la République, de lui renouveler un joyeux anniversaire pour les 42 années d'accession à la magistrature suprême. C'est un grand honneur d'avoir un homme d'expérience à la tête du pays. Et c'est une fierté d'appartenir à un parti auquel il apporte son expertise et son expérience. Permettez-moi également à Lauré de présenter mes sincères condoléances, et en tout cas les condoléances du RDPC que je représente sur ce plateau, aux familles durement éprouvées par les événements de Tchang et de ce qui s'est produit à l'hôpital, c'est à l'hôpital, non, au lycée bilingue de Daïdou. Voilà, merci beaucoup Maître Teghem d'avoir répondu présent. C'était également un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Vous l'avez dit, vous êtes ici en tant que militant du RDPC et avec vous, nous allons nous entretenir sur les 42 années du président Paul Biya à la magistrature suprême et nous allons faire une projection quand on sait que l'élection présidentielle est prévue en 2025. Mais avant, permettez-nous, mesdames, messieurs, de planter le décor de cette thématique avec ce premier reportage que nous propose la réalisation. On écoute et on se retrouve après. 6 novembre 1982, 6 novembre 2024, cela fait exactement 42 ans que le président Paul Biya est à la tête du Cameroun. Comme pour les années antérieures, le pays célèbre tous les 6 novembre depuis 1982 le renouveau. Cette année, cette célébration intervient dans un contexte particulier. Annoncé pour mort il y a quelques semaines par plusieurs personnes m'avéant sur les réseaux sociaux après près d'une cinquantaine de jours passés hors du pays, le président Paul Biya a fait son grand retour plus vivant que jamais. Il est à noter qu'au cours de ses différents mandats à la présidence, ce ne fut pas la première fois que de telles rumeurs circulent sur le dirigeant camerounais. Mais comme les fois précédentes, Paul Biya a toujours fait taire ses détracteurs par des retours triomphaux. Le 21 octobre dernier, il a donc atterri à Yaoundé, la capitale camerounaise. Les regards braqués sur lui, l'homme du 6 novembre a prouvé par ses mouvements dès son arrivée qu'il reste un homme solide dont la capacité à diriger le pays ne saurait être remise en question, contrairement à ce que certains prétendent. Voilà donc qui réjouit plus d'un Camerounais de savoir que le président de la République est bien portant, surtout quand on sait que le pays est dans la perspective d'une élection présidentielle en 2025. Même si le président Paul Biya n'a pas officiellement annoncé sa candidature pour cette échéance électorale, il est clair que si les militants du RDPC le désignent à nouveau comme leur candidat à cette élection, le président Paul Biya se présentera comme prévoient les textes de son parti. Il n'y aura dès lors aucune raison qui pourrait l'empêcher de prétendre à un autre mandat à la tête du pays. Comme il a prouvé, il dispose de toutes ses facultés physiques et intellectuelles pour continuer à diriger sereinement et efficacement le Cameroun, comme il le fait si bien depuis 42 ans déjà. Quant à ceux qui pensent que ça sera un mandat de trop, n'oubliez pas cette célèbre phrase d'un vieux sage. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Merci à la réalisation pour ce reportage. Je le disais, il plante le décor de cette thématique. Nous sommes donc de retour sur notre plateau avec le militant du RDPC, Maître Georges Teghem, 42 ans
au pouvoir du président camerounais. S'il fallait faire, bien que cela soit difficile, on le reconnaît, mais s'il fallait faire un bilan du président Paul Biya à la tête du Cameroun en 42 ans, que direz-vous? Bon, sur tous les plans, il y a eu des évolutions notables. Il y a également des regrets, bien évidemment. Mais les évolutions sont notables, notamment sur le plan politique, avec le pluralisme, sur le plan économique. Il a su adapter notre économie aux évolutions du monde, notamment passer d'un système de collectivisme à un système libéral. Il a fait du secteur privé un acteur majeur du développement de notre économie. Il a également travaillé sur le plan de la carte scolaire, la carte universitaire, la carte sanitaire qui s'est densifiée. C'est un succès, il a formé beaucoup de jeunes, il a participé à la formation, il travaille également en ce moment pour adapter notre économie aux évolutions prochaines, notamment avec le triomphe des véhicules électriques qui feront que les recettes pétrolières forcément connaîtront des problèmes. Et vous voyez qu'on travaille désormais d'abord sur la formation en capacitant les Camerounais aux mines, avec la mise en place de l'école de géologie en Gaoundéré, l'école de l'Institut des mines et l'industrie pétrolière à Kaélé. Donc c'est un travail qui est notable, que l'on peut remarquer. Et puis il a achevé, il a mis en place une architecture institutionnelle. Il y a désormais 2 chambres au Parlement, il y a un conseil constitutionnel, il y a un organe indépendant qui organise les élections. Bien maintenant, l'évaluation c'est autre chose. Mais bon, les structures sont en place. C'était déjà le plus important de mettre des structures en place, de permettre que les Camerounais se forment. Et comme vous le savez très bien, même à l'international, nous, on considère que le Cameroun a les meilleures ressources humaines. C'est une fierté. Nous sommes heureux de conduire ou alors de l'accompagner dans l'accomplissement de cette mission qui n'est pas facile dans un pays aussi complexe que le Cameroun avec sa diversité. Bien maintenant, il y a des regrets, notamment la crise anglophone, qui fait quand même c'est un peu difficile à gérer. Il y a la crise également de Boko Haram qui est aussi difficile à gérer. Mais nous y croyons, le plan présidentiel de reconstitution est en marche. Nous travaillons avec les partenaires qui nous accompagnent. Et ça, c'est bien aussi parce qu'il a réussi à préserver l'image du Cameroun, notamment à l'étranger. Et il a également permis que les Camerounais occupent des postes quand même suffisamment importants au niveau des... à l'international, j'ai encore vu il y a quelques jours que le vice-président de la Commission des droits de l'homme, qu'on a désigné un Camerounais, après avoir désigné le président de l'Assemblée générale qui était un Camerounais. Il y a de nombreuses institutions comme ça où nous sommes quand même reconnus. C'est une bonne chose. Et nous jouons parfaitement notre rôle de leader dans la sous-région. Bien, donc chacun pourrait évaluer, mais pour nous, c'est la meilleure expérience, la meilleure expertise. Et comme je le dis toujours, c'est le meilleur d'entre nous. Parce que je le dis, parce que ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Cicéron qui dit les leçons de l'expérience valent mieux que les préceptes de tous les maîtres. Moi, je pense que le plus expérimenté dans notre pays en matière de gestion des ressources de l'État, des ressources publiques, en matière même de gestion, de capacité à comprendre les enjeux futurs, c'est le mieux outillé, c'est le plus ancien, comme on dit, le plus ancien au grade le plus élevé. Donc, nous continuerons à lui faire confiance tant qu'il demandera le mandat. Moi, je suis de ceux qui, s'il se présente en 2025, je voterai pour lui. Bien maintenant, je ne vais pas me prononcer à sa place parce que ne me le demandez pas. Il a lui-même, il s'est exprimé il y a quelque temps, à l'occasion de la visite du président français, il a dit, au moment venu, je vous dirai si je suis candidat ou si je vais au village. Nous souhaitons qu'il soit notre candidat, mais bon, vous savez, c'est une décision strictement personnelle. Voilà. Maître Téguin, vous avez évalué justement la mandature, si on peut le dire, du président Paul Biya à la tête du Cameroun sous 2 aspects principaux, notamment l'aspect politique et l'aspect diplomatique. Sur le plan économique et sur le plan social, est-ce qu'il n'y a pas des choses à reprocher au chef d'État camerounais en 42 ans? Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il y a bien évidemment certainement des zones d'ombre qu'il faut certainement travailler à améliorer. Le climat des affaires est ce qu'il est, il connaît quelques problèmes, mais il continue à travailler. Il y a notamment la corruption rampante, il se plaint lui aussi, et il a mis en place des structures, la NIF, la CONAC, on a travaillé même avec les pays de la sous-région ensemble pour mettre en place ces structures. Mais nonobstant ces efforts qui sont constants, les rapports de la CONAC continuent à indiquer des chiffres qui sont un peu alarmants. Il a mis au sein de chaque administration des commissions de lutte contre la corruption. Il a mis en place sur le plan national un certain nombre d'institutions qui y travaillent. Il a associé d'ailleurs, on a mis en place un tribunal criminel spécial pour lutter contre le détournement de deniers publics. Mais nonobstant cela, il y a des choses comme ça qui sont comme des faits sociaux que l'on combat. Mais ce qu'il fait, et ça c'est ce qui justement me maintient avec DPC, c'est que lui, il ne s'est jamais fatigué. Il continue à travailler.
c'est un peu la pierre décisive. Il travaille en se disant, j'aurai les résultats. Ça, c'est vrai, il y a des phénomènes comme ça qui restent. Mais nous croyons en lui et nous savons qu'il est le mieux outillé, le mieux préparé à pouvoir juguler cette crise ou alors ce fait social que nous décrions. Bien maintenant, sur le plan politique, bon, il faut dire qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est le pluralisme. Hein, oui. Et puis, je suivais d'ailleurs l'ancien rédacteur en chef de la CATV qui a indiqué il y a quelques jours que déjà en 1988, il avait appelé dans son bureau. Il lui dit que mais, monsieur le rédacteur en chef, trouvez des gens qui vont parler, je veux qu'on parle. Pourquoi les gens ne parlent pas? Alors il est allé se renseigner, personne ne voulant parler. Il est reparti le voir, le chef de l'État lui a donné 2 noms. Et les 2 noms se sont exprimés. Bon, malheureusement, il a dit, c'est le rédacteur en chef, que ce sont certains collaborateurs du chef de l'État qui ont empêché que l'émission soit diffusée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, et je me souviens bien qu'en 1987, au sein du RDPC, il y a eu du pluralisme. Donc c'est quelqu'un qui, dès son accession à la magistrature suprême, a fait de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, la diversité politique, son cheval de bataille. Il y a travaillé, il continue à y travailler, parce que, et ça c'est quelque chose qu'il faut noter, il ne se plaint pas de ceux qui s'expriment. C'est un monsieur qui, vous le voyez, il est revenu il y a quelques jours, on a dit qu'il est mort, vous voyez, il n'a rien dit. Parce que lui pense que c'est la démocratie, les opinions doivent naître et s'exprimer. C'est une chose que nous, on apprécie à sa juste valeur. Et nous continuons à croire que c'est encore lui la solution de notre pays. Voilà, je reste toujours avec vous, Maître Teghem. Vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce qu'il n'y a pas un autre candidat au RDPC? De votre point de vue, vous êtes militant du parti qui pourrait faire l'affaire. Est-ce que vous ne pourrez pas simplement considérer le président Paul Biya aujourd'hui comme étant un sage au regard de son âge et peut-être passer le témoin au sein du parti à une autre personne, ou alors un jeune candidat qui pourra peut-être aller sur les traces du président Paul Biya? Pour qu'il y ait un candidat, il faut qu'il soit déjà le président national. Pour être le président national, je crois que les candidatures sont souvent ouvertes à l'occasion du congrès. Oui. En ce moment, il y a un candidat, c'est lui. Et c'est lui que nous soutenons, c'est notre candidat. Il n'y en a pas un autre. S'il y en avait un autre, vous le sauriez, parce qu'à l'occasion du congrès, il serait candidat et vous aurez vu que c'était lui l'élu, le président national. Pour le moment, c'est le président Biya qui est le président national du parti. C'est lui qui représente le parti dans tous les actes de la vie publique. C'est lui qui est notre candidat en vertu des dispositions de l'article 27 de nos statuts. Et nous croyons en lui et nous disons qu'il a notre soutien. En 2025, vous le voyez toujours candidat et vous pensez qu'il pourra encore faire 7 ans à la tête de l'État camerounais? Nous comptons beaucoup sur son expérience plus que sur autre chose, hein, parce que nous pensons quand même qu'il est suffisamment outillé. Vous voyez comment il règle généralement les problèmes. C'est un monsieur qui n'agit pas avec brutalité. Et puis moi, comme je le dis souvent, si dans ma vie personnelle, je pouvais avoir son comportement, je serais plutôt très heureux. Parce que c'est un monsieur qui prend beaucoup de temps. Même dans votre vie personnelle, essayez d'agir comme lui, vous verrez que vous avez quand même quelques résultats satisfaisants. Je m'inspire parfois, même lorsque j'ai mes problèmes personnels, de ce qu'il fait, de sa manière de gérer, un tempérament, un calme. Et puis, ce n'est pas venu seul, c'est l'expérience aussi. Tout ça, c'est l'expérience. Il a travaillé pendant des années sous quelqu'un qu'il a formé. Lui a pris la magistrature suprême. Après 42 ans, moi, je crois qu'on risque de se retrouver comme en Côte d'Ivoire, hein, où aujourd'hui, c'est le rassemblement des oufouistes pour la démocratie et le progrès. Vous voyez que le nom d'Oufou est toujours là. Parce que c'était son expérience. Moi, je me souviens quand on était jeune étudiant en Europe, j'avais rencontré un Ivoirien dans le couloir, et puis j'ai dit, votre président est un peu âgé. Il m'a dit, mais Georges, vraiment, attends. Il m'a pris dans le couloir, il m'a dit, tu sais, le jour où vous aurez un homme comme ça, tu comprendras ce que c'est. C'est une expertise que nous ne voulons pas perdre en Côte d'Ivoire. Laissez-nous aller au fouet. Et aujourd'hui, je le vois au Cameroun. Moi, je dis, un homme comme le président Biya, c'est une chance pour le Cameroun. Il a l'expérience, il a le confort nécessaire pour tenir le pays. Est-ce que l'expérience, dans le cas de figure, on voit les problèmes, par exemple, que les Camerounais sont, auxquels les Camerounais sont confrontés au quotidien, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, on ne va pas se mentir qu'il y a des problèmes. Est-ce que le président Paul Biya, son expérience suffit en 2025 pour pouvoir continuer à diriger le Cameroun sereinement? Moi, je n'ai pas pour habitude de parler des pays étrangers lorsque je m'exprime au nom du RDPC. Mais j'ai bien envie de vous dire, vous voyez les pays où les jeunes sont installés, et dites-moi si là-bas il n'y a pas de problème. Vous connaissez une vie sociale sans problème? Vous n'avez jamais vu un jeune couple marié qui a un seul enfant, il y a des problèmes? Partout il y en a. Le problème, c'est que, ce que moi je pense,
c'est qu'il faut que chacun d'entre nous, dans son comportement personnel, dans sa vie personnelle, commence d'abord par être discipliné. Il y a un véritable problème de discipline dans notre pays, parce que chacun croit peut-être qu'il a le pouvoir de décider de sa vie. Parfois, on ne veut rien respecter, ni la police. Le nombre de personnes que je rencontre qui m'approchent, me mettent, voilà, vous avez laissé le pays, non, on ne veut plus la démocratie. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit ça, hein, qu'on ne veut plus la démocratie. C'est que vous avez fait se laisser aller. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Parce qu'au Cameroun, il y en a, ils ne respectent pas les feux, ils ne respectent rien du tout. Et on rend le président bien responsable. Quelqu'un fait un choix de vie, il fait un choix de société, et puis il rend le président bien responsable de son choix. Moi, j'ai choisi d'être avocat, je suis avocat, avec ce que cela comporte, comme charge, comme problème. Je les assume et je vis avec. Il faudrait que chez nous, les gens... Et puis, ça, en cela, moi, je l'apprécie beaucoup, parce qu'il laisse les Camerounais libres de leur choix. Et lorsque vous avez fait votre choix, lorsque ça commence à être une difficulté, vous commencez à vous plaindre partout, lui, il ne dit rien. Oui. Il ne dit rien parce qu'il estime que c'est votre choix. Il y a des partis politiques de l'opposition qui ont fait le choix d'être partis de l'opposition, qui s'expriment comme ils veulent, mais dès qu'ils sont en porte-à-faux avec la loi et qu'un procureur de la République les convoque, ça devient le président du RDPC, ça devient le RDPC, ça devient le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun. Chacun a ses problèmes et chacun répond de ses actes. Chacun est face à son destin, chacun répond de ce qu'il fait. Donc il faut déjà, moi je pense, et je compte beaucoup sur les médias, notamment le vôtre, pour capaciter les Camerounais, pour continuer à les former, parce que c'est important que le public soit informé, que le public comprenne bien que dans une république comme la nôtre, la première valeur, c'est le respect des institutions. Si nous ne respectons pas nos institutions, on va tout droit dans le mur. Si nous pensons que le policier qui passe n'est rien, on va dans le mur. Si nous commençons à ne pas les respecter, on va commencer à se torturer dans la rue. Justement, c'est pour ça que ces autorités sont là, pour réguler, pour réparer, pour arranger, pour faire en sorte qu'il y ait une vie en société. Donc, dire que le président Biya, pour moi, je continue à dire, c'est le meilleur d'entre nous. Et comment est-ce que vous entrevoyez l'élection 2025? Ça, c'est pour sortir de notre échange au sein du RDPC. Comment est-ce que vous préparez cette élection-là? Écoutez, nous y allons avec sérénité, sans être condescendants. Nous respectons les adversaires. Nous travaillons pour essayer de les gagner ces élections. Nous constatons que bon, c'est une adversité, comme toujours en politique. Et nous souhaitons que les Camerounais continuent à nous faire confiance. Parce que nous pensons que nous avons le meilleur programme. Nous connaissons mieux leurs problèmes. Bien, il y a des problèmes de route. Tout le monde en parle, tout le monde les vit, tout le monde les voit. Même dans le RDPC, il y a des voix qui s'expriment dessus. Il y avait les problèmes de CNI qui sont en train d'être résolus, comme le problème du passeport a été résolu. Il y avait les problèmes de cartes sanitaires. On n'avait pas eu un bon plateau technique. C'est en train d'être, c'est même déjà presque réglé. Il y a un certain nombre de problèmes qui vont se régler sur le temps, sur la durée, parce qu'on ne peut pas refaire toutes les routes en un jour. Et on ne peut pas aussi globaliser. Il faut aller par palier et par section. Il y a peut-être une route qui a un problème. Il y en a qui n'en ont pas. Mais on travaille, ce qu'on fait. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je voulais faire observer, c'est les gens se comportent comme si le RDPC, c'est la sorcellerie, où nous faisons de la prestidigitation, où le président bien fait la présidence. Non, non, non. Il est élu de la nation pour travailler. Ce qu'il fait, c'est se mettre au travail. Il dit, je ferai une autoroute, il projette de la faire. Il dit, je mettrai l'électricité, il projette de mettre l'électricité. Il crée Lompanga, il fait Lompanga, Menveleu. Désormais, le barrage est en cours de finition. Je crois qu'il a même commencé à injecter les mégas. Nous sommes heureux de voir que le JICAM a dit il y a quelques jours que les 420 mégawatts vont contribuer quand même à améliorer la qualité de la desserte en matière d'énergie. Si nous améliorons notre qualité d'énergie, nous allons réduire les coûts. Nous allons également améliorer la qualité du panier de la ménagère, parce que ça, c'est un point important sur lequel nous devons travailler pour que les Camerounais qu'on commence à ressentir ou alors continuer à ressentir dans leur quotidien qu'ils ont élu des personnes qui agissent en toute responsabilité. Ok, et quand vous regardez la sphère politique camerounaise aujourd'hui, quand vous regardez l'opposition, vous avez parlé d'adversaire tout à l'heure, quel est le mot que vous pouvez peut-être adresser aux adversaires, aux candidats de l'opposition qui eux aussi, il faut le dire, hein, se préparent pour battre le candidat du RDPC, Paul Biya, à l'élection présidentielle à venir? Je suis RDPC, j'ai pas pour habitude de commenter ce qui se passe dans l'opposition. Je respecte l'opposition et je pense que j'ai ma famille politique qui a ses problèmes. Je préfère m'occuper de nos problèmes qui nous regardent que m'occuper des problèmes de ceux qui ne me concernent en rien du tout. Donc, vous n'envisagez dans le RDPC
aucun mot, vous n'envisagez, vous n'entrevoyez rien en ce qui concerne l'opposition. Vous êtes focalisé sur les activités, sur tout ce qui concerne le RDPC pour mieux préparer cette élection présidentielle. Nous travaillons à RDPC et nous nous adressons aux Camerounais qui exercent la souveraineté. Et c'est le marché. Vous allez au marché, certains vendent le piment, d'autres vendent le riz, certains vendent le haricot. Si je vends mon haricot et ça passe, c'est moi qui suis passé. Maintenant, je ne vais pas m'occuper du vendeur de riz, je m'occupe de mon haricot. Moi, je suis RDPC, je m'occupe du RDPC. Et je dis aux Camerounais que nous sommes là pour régler vos problèmes. Je travaille à régler vos problèmes et non de m'occuper de ce que l'autre fait. Donc, c'est la cuisine interne et je n'ai pas à me mêler de ce qui se passe. Merci, Maître Tegem, d'être passé sur notre plateau. Voilà qui... c'est moi qui vous remercie. Voilà qui met un terme, bien sûr, à notre échange. Nous parlions justement des 42 années du président Paul Biya à la magistrature suprême et on retient qu'il est toujours l'homme qu'il faut dans les rangs du RDPC et que ceux-ci projettent encore de présenter le candidat Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025, conformément à ce que le représentant du parti politique RDPC nous a dit sur ce plateau. Il s'agissait de Maître Tegem. On va marquer une petite pause en transition, le temps de se retrouver pour la deuxième partie de l'After News. On va raccompagner bien sûr Maître Tegem et se dire à une prochaine fois, Maître. Ce sera un plaisir. Voilà, transition et après. Retour sur le plateau de l'After News. Mesdames, Messieurs, c'est la deuxième partie de cette émission. En première partie, nous parlions du renouveau, les 42 ans du président Paul Biya à la magistrature suprême. En deuxième partie, destination pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique, où Donald Trump a remporté la présidentielle le 5 novembre dernier. Il a battu la candidate démocrate Kamala Harris. C'est donc un comeback assuré pour Donald Trump. Nous en parlons justement précisément de l'intérêt, il faut le dire, de l'Afrique et du monde dans cette victoire du candidat républicain. Mais avant, comme de coutume, on va prendre ce reportage. Il est proposé par la réalisation. Après, on se retrouve pour décrypter et analyser cette actualité. Retour à la Maison-Blanche. 4 ans après sa défaite face à Joe Biden, Donald Trump a pris sa revanche sur les démocrates en battant sa rivale Kamala Harris. L'immigration est le sujet numéro 1 sur lequel le républicain avait fait campagne en 2016 et à nouveau en 2024. Après son projet de construction d'un mur le long de la frontière mexicaine, Donald Trump a promis la plus grande opération d'expulsion des migrants clandestins de l'histoire du pays. En outre, il souhaite aussi empêcher les agences fédérales d'accorder automatiquement la citoyenneté américaine aux enfants d'étrangers en situation irrégulière. Nous allons mettre fin à l'immigration illégale une bonne fois pour toutes. Nous ne serons pas envahis, nous ne serons pas occupés, nous ne serons pas conquis. Nous serons de nouveau une nation libre et fière, tout le monde prospérera et chaque famille s'épanouira. Sur le plan économique, le programme de Donald Trump est soutenu par plusieurs personnalités du monde des affaires et notamment par le patron de Tesla et X, Elon Musk. Parmi les mesures fortes qu'il soutient, Donald Trump veut taxer de 10 à 20% en plus l'importation de produits étrangers et même jusqu'à 60% pour les produits en provenance de Chine. Des droits de douane importants pour financer, selon lui, une baisse des impôts sur le revenu des Américains après plusieurs années de forte inflation. Le 47e président des États-Unis d'Amérique s'est aussi engagé à faire de cette grande nation la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies. Sur le volet fiscal, il veut rendre libres d'impôts les revenus issus de la sécurité sociale et abaisser l'impôt sur les sociétés de 21% actuellement à 15%. Du côté de l'énergie, le républicain veut diviser les prix par 2 en augmentant notamment la production de gaz et de pétrole au sein même du territoire américain. Les prix vont baisser, l'argent va couler à flot, bébé. Nous allons sauver notre économie de l'anéantissement total et restaurer notre pays à la pleine prospérité, une croissance explosive. Désillusion pour l'Ukraine qui attendait avec anxiété les résultats de la présidentielle américaine, craignant de voir l'aide militaire se tarir en cas de victoire du candidat républicain. Donald Trump, nouveau président, a en effet estimé que les États-Unis devaient arrêter de donner de l'argent sans espérer être remboursés, en référence aux aides votées par le Congrès américain pour Kiev. En outre, les autorités ukrainiennes craignent que le président américain, qui s'est engagé à résoudre le conflit, ne les pousse à négocier avec la Russie dans des conditions très favorables à Moscou.
Si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. La Russie n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. On va arrêter cette guerre. Je vais essayer et je pense que je peux le faire. Donald Trump a également revu ses positions dans la guerre du Proche-Orient. Lui, qui avait autrefois reconnu la ville de Jérusalem comme capitale d'Israël et qui s'était posé en défenseur absolu de l'État hébreu lors du déclenchement de la guerre avec le Hamas le 7 octobre 2023. Il opte désormais pour la paix dans le monde et compte bien mettre tout en œuvre pour que cela soit effectif. Docteur Cole-François, notre consultant permanent, est avec nous sur le plateau pour décrypter cette deuxième thématique, l'After News. Docteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pythagore. Voilà, nous sommes très heureux et très honorés de vous avoir à nouveau sur notre plateau. Avec vous, on va également recevoir ici deux autres invités. Ils nous viennent de l'extérieur, notamment aux États-Unis d'Amérique. John Manding fait son retour dans l'After News. Bonsoir, Papa Johnny, et merci de répondre présent à notre invitation. Bonsoir Pythagore. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Global LTV qui nous rejoignent de par le monde. Bonsoir spécial aux différents panélistes qui sont également là ce soir. Nous n'oublions pas la merveilleuse équipe technique qui concocte cette émission. Un bonsoir qui vous vient directement de Washington DC aux États-Unis et nous sommes là pour apporter notre modeste contribution à la thématique du jour qui concerne éventuellement l'élection présidentielle qui vient de se dérouler aux États-Unis. Merci, Papa Johnny, de nous renouveler votre confiance. Également, du côté du Bénin, il fait son comeback dans l'After News. Il s'agit de Ye Edafou Gouchman. Bonsoir. Oui, bonjour, Pythagore Lagoudi. Je salue également mes co-panélistes et c'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau. Avant de prendre la destination du Bénin, justement, permettez-nous de faire un saut du côté des États-Unis. Papa Johnny, on le sait, il est démocrate. Est-ce que, Papa Johnny, la défaite de Kamala Harris à cette élection présidentielle vous a déçu en tant que candidat, en tant que militant pour les démocrates? Alors, la question de savoir si nous sommes déçus du résultat que nous connaissons aujourd'hui, je répondais par l'affirmative, parce que je suis membre du Parti démocrate et j'ai toujours voté démocrate. Cependant, si je peux vous faire une confidence, cette fois-ci, j'ai voté pour le candidat Trump. Et le déclic s'est fait pratiquement 48 heures avant le jour du vote. Donc, nous observons une espèce de fatigue, une espèce de misère dans l'électorat démocrate qui s'est senti abandonné, qui s'est senti dans une espèce de monotonie avec des discours répétitifs, alors qu'en réalité, l'économie piétine, le chômage est rampant. Nous avons la situation dans le Moyen-Orient qui a contribué énormément à décrédibiliser le Parti démocrate. Nous avons également la guerre en Ukraine qui dure depuis bientôt 2 ans. Le deuxième point que nous notons, c'est l'apport de l'Amérique rurale. Je veux parler ici des agriculteurs, des éleveurs, des ouvriers qui travaillent dans les grandes industries comme celle de l'automobile, ainsi de suite. Ce qu'on appelle les Christian Evangelicals, qui sont de la tradition judéo-chrétienne, qui ont été bombardés avec cette théorie de droit reproductif, qui malheureusement n'a pas reçu une oreille attentive de la part des différents électeurs. Les groupes minoritaires, je dirais, notamment les Noirs et les Latinos, comme nous les appelons ici, qui pour une fois ont choisi de voter pour un candidat qui promettait de façon concrète des politiques qui allaient impacter véritablement leur vie. Ces 4 dernières années, nous avons observé
qu'en dehors de l'immigration, le Parti démocrate n'a vraiment pas surmonté les difficultés auxquelles font face les groupes minoritaires, notamment avec le chômage, notamment avec l'éducation, notamment avec l'érosion des droits constitutionnels qui garantissaient quand même certains quotas aux groupes minoritaires. Évidemment, il y a les dames, les femmes, et en dernier lieu, je dirais, l'hypocrisie du Parti démocrate. L'acharnement qu'il y a eu avec M. Donald Trump, avec tous ces problèmes judiciaires. Et de l'autre côté de M. Trump, nous avons vu vraiment un désir d'être authentique et de dire les choses comme elles sont. Merci Papa Joli pour cet avis. Dr Cole François, je reviens avec vous sur le plateau. Est-ce qu'on va dire que le candidat républicain Donald Trump, en fait, on sait, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on parle de Donald Trump sur ce plateau. On sait également que vous n'êtes pas surpris par la victoire de Donald Trump parce que, à maintes reprises, vous avez répété ici que Donald Trump était le candidat le mieux placé pour remporter cette présidentielle. Est-ce qu'on va dire que les démocrates aujourd'hui, dans le Papa Doni, est-ce qu'ils sont revenus à la réalité? Je vous avais dit que quand nous avons fait la dernière émission avec Papa Doni ici, vous avez dit que Papa Doni parlait en tant que militant. Dieu merci, lui, il vit là-bas. Donc, il y a des réalités qu'il maîtrise, que nous ne maîtrisons pas. Oui. Mais il ne fallait pas faire la lecture sur le prisme partisan. C'était... Vous voyez, vous ne pouvez pas supporter. Vous voyez, tout à l'heure, on a reçu un militant du RDPC ici. Vous avez reçu son discours. C'est normal, c'est logique. Vous voyez un peu. Et vous savez, les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent. Ils disent ce qui est politiquement correct. Du coup, l'analyse peut donc être biaisée face à la réalité des faits. Est-ce que vous savez que Trump est en réalité en campagne depuis 4 ans? Parce que Trump n'a jamais gobé le fait que l'on l'ait déclaré comme perdant. Trump s'est toujours dit que sa victoire de 2019-2020 a été volée. Voilà donc comment le gars se réinstalle et entre en campagne de façon personnelle. Trump a fait corps avec sa campagne. Trump a cru et Trump savait qu'il va revenir. Trump savait qu'il va revenir parce que celui qui remplace Trump marque les signes de faiblesse dès la prise de fonction. Vous voyez, les États-Unis, quand Trump revient avec son gamma, MAGA, Make American Great Again, justement parce que les 4 dernières années ont fragilisé, ont déteint, ont décrédibilisé, ont édulcoré l'image américaine dans le monde entier. Quel que soit le pan que vous prenez, que ce soit le pan économique, le pan social, le pan politique ou géopolitique international, les Américains ont perdu la face. Pourquoi? Le chef de l'État américain était absent. Sa parole ne portait plus aucune influence. Malheureusement, il n'a pas su déployer, se dédoubler et donner une part des responsabilités, soit au secrétaire d'État, soit au vice-président. Voilà pourquoi quand vous observiez la scène politique internationale, il était facile de remarquer que Joe Biden on avait l'impression qu'il rampait à contre-courant, qu'il ramait à contre-courant de la mouvance mondiale. On avait l'impression qu'il ne se retrouvait pas. Et du coup, ceux qui l'ont élu, ou alors ceux qui ont voulu qu'il soit là, pouvaient donc le regarder en cachette, se dire, mais qu'avons-nous fait? Parmi eux, il y avait aussi ceux qui étaient déçus, notamment Trump, qui s'est dit, mais voilà, les gars, c'est bon, me servent les défaites prochaines sur un plateau nord, je vais surfer sur les mêmes vagues. Trump a surfé sur les vagues des démocrates. Trump a utilisé les armes que les démocrates avaient pour forger sa victoire. Voilà pourquoi il va jusqu'à arracher l'électorat latino. Vous voyez, quand vous faites le tour des médias mercredi matin, moi j'étais pratiquement sur CNN parce que CNN est l'un des médias qui n'est pas pour Trump, qui est pour le démocrate. Mais quand vous suivez l'analyse, on vous dit clairement que je vais dire quoi, Harris était transparente. Elle
prônait la démocratie, un langage, un discours que les Américains maîtrisent le mieux, mais seulement elle arrivait là comme candidat de quelle façon? Par cooptation et dernière minute. Oui. Or, s'il avait fallu revenir sur les principes démocratiques, il aurait fallu que lors du congrès du, je crois, 9 août ou 16 août, c'est plus très bien, qu'il y ait de la concurrence interne et que déjà à partir de là, que Harris montre qu'elle était prête à subir la démocratie, ce qui n'a pas été possible. Oui. Donc nous, personnellement, en dehors de ce principe, on a fait beaucoup de lectures, on a fait des transpositions, on est maillé jusqu'à faire la description, on s'est rendu compte que Trump reviendrait. Oui. Peut-être même, nous l'avons sous-estimé, je savais que Trump passerait, mais là, quand vous voyez la vague rouge qui a totalement recouvert les États-Unis, vous comprenez que les Américains en avaient marre du système démocrate. Et il fallait passer à autre chose. Voilà, il fallait passer à autre chose. Et ça a été fait, il faut le dire. Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis d'Amérique. C'est une victoire pour le candidat républicain. Comme il dit, il fait son grand retour à la Maison-Blanche. J'aimerais vous poser cette question à présent, Dr Cole François. Le temps est imparti, il faut le dire. Donald Trump, aujourd'hui, qui est candidat qui est président, il n'est plus candidat, il est président déjà. Président élu. Président élu, bien sûr, à l'élection présidentielle américaine. Quel est l'intérêt de cette victoire aujourd'hui pour les Africains, mais pas seulement pour les Africains, mais pour le monde en général, dans un contexte marqué par des guerres multiples? Non, moi je vous ai dit, depuis qu'on a commencé à suivre cette élection et on a fait une série d'émissions là-dessus, je vous ai dit, il ne faut pas qu'on désillusionne-nous. Oui. Trump, d'ailleurs, pour ceux qui ont su son discours du mercredi, après son élection, Trump est resté constant. Il fera des États-Unis, il travaillera pour les États-Unis, il dira pour les États-Unis. Tout ce qui est dans la tête de Trump à l'heure où nous parlons, c'est l'Amérique. Oui. L'Afrique, d'ailleurs, au premier mandat, je ne sais pas si Trump a fait peut-être un ou deux voyages, je ne sais pas si c'était un voyage en Afrique, peut-être c'était un seul. Oui. Trump ne voit pas l'Amérique, il n'en a même pas fait. Trump ne voit pas l'Afrique. Oui. L'Asie et l'Europe, l'Europe en fait va subir l'électorat Trump, le retour de Trump parce que l'Europe sait qu'elle a soit été grande au travers des États-Unis. Moi aujourd'hui avec l'avènement de l'Amérique, le retrait du parti de Paris, le retrait de l'organisation de l'OMS, je vais dire, du commerce et tout. Vous voyez, les Européens sont obligés aujourd'hui de se reprendre en main. Or, regardez, hier, le gouvernement allemand a été totalement décimé. À cause d'un ministre qu'on fait asseoir, les autres décident d'aller avec lui. Actuellement, où nous vous parlons, il n'y a pas de gouvernement au niveau de l'Allemagne. Oui. La France essaye, mais elle ne peut pas. Regardez même d'abord la gestion de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que l'Europe a pu faire? Même les mercenaires qui sont en Ukraine n'ont pas pu tenir tête. Aujourd'hui, se rendent compte que d'abord, les financements ne sont jamais venus du règne de Biden qui était démocrate. Oui. Pire encore, je ne vois pas les États-Unis dilapider, quand il dit dilapider entre guillemets, parce que c'est comme ça que Trump va faire ces choses, dilapider l'argent des Américains, au moment où le chômage, comme nous a dit Papa Denis tout à l'heure, est crescendo en Amérique, où les immigrants sont remplis en Amérique. L'économie même. L'économie américaine aujourd'hui est au sol. Oui. Il faut donc redynamiser, il faut se réinventer. Et comment est-ce que Trump va donc faire pour aller commencer à dissiper les énergies, créer de nouveaux fronts en Asie, en Amérique? Non, il n'y aura plus de guerre. Et je sais, comme il a dit, qu'il pense pouvoir convaincre Poutine pour que la guerre s'arrête, et il le fera. Parce qu'il faut désengager l'Amérique hors de l'Amérique pour réorienter, pour réinvestir l'essentiel de l'économie américaine pour redonner goût et vie. Vous savez, je vais vraiment le dire comme ça, beaucoup de nationaux qui ont voté Trump disent, tout au moins c'est vrai. Trump sait où l'amène l'Amérique. Oui. Et donc nous préférons quelqu'un qui sait où il va que quelqu'un qui va faire la navigation en vue. Et rappelez-vous que le premier mot de Barack Obama, quand on désigne Harris comme candidate des démocrates, Barack Obama, je n'ai jamais oublié, il dit nous avançons vers l'inconnu. Oui. Et si un homme comme Barack Obama le dit, il sait de quoi il parle. Et aujourd'hui, on comprend que beaucoup d'Américains ont suivi le discours de Barack Obama et ont décidé de donner une chance à
Mais que les Américains, que les Africains se mettent au travail, que ce soit auprès des Américains, auprès des Asiatiques ou des Européens, les Africains ont intérêt aujourd'hui à s'émanciper en interne pour imposer les respects auprès des partenaires étrangers et pour asseoir leur économie. Sinon, l'Afrique n'a rien à attendre de Donald Trump. Personnellement, moi, en tant qu'analyste des affaires politiques, je ne peux pas dire que l'Afrique attend quelque chose. D'abord, le peuple maintenant est là pour illustrer tout. Qu'est-ce qu'on a reçu des Américains? D'abord, vous vous rappelez, même la loterie américaine, il y a une vague là qui n'avait pas voyagé parce que Trump avait dit arrêtez-moi tout ça, je veux voir clair dans mes affaires. Et vous vous rappelez que Trump était sorti de l'OMS, avait refusé de financer l'OMS et tout ce que vous connaissez. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à attendre de la part des Africains auprès de l'Amérique. Merci, Dr Cole François. On va aller du côté du Bénin à présent pour prendre l'avis sur la même question de Yeheda Fogouchma, il est analyste géopolitique. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique doit attendre quelque chose de Donald Trump alors qu'il est désormais le 47e président des États-Unis d'Amérique? Ou alors quel est l'intérêt du monde actuel au regard des conflits multiples qui sévissent dans le monde? Est-ce que Donald Trump va effectivement ramener la paix comme il a promis? Est-ce qu'il va également accomplir toutes les promesses qu'il a eu à faire au cours de sa campagne présidentielle? Pour ma part, je pourrais vous dire que la présidence Trump n'apportera pas trop de changements à la gouvernance mondiale. Seulement que ce qui va changer, c'est que la tendance à un monde multipolaire va s'accentuer et Donald Trump ne va pas, comme l'administration démocrate, chercher à aller contre la multipolarisation du monde. Donc, la Russie, avec toutes les tendances la Russie va constituer un pôle avec toutes les économies qui s'y retrouvent, la Chine, l'Inde et autres, en dehors des BRICS bien sûr. La Chine va renforcer son hégémonie ou son développement, l'Inde aussi va poursuivre son ascension. Reste à ce que l'Afrique, dans tout cela, essaye de trouver un modèle authentique qui lui sera spécifique. En dehors de cela, en matière de la guerre, je crois l'avoir souvent défendu ici, que ce soit Harris ou Trump, ils n'auront pas beaucoup d'influence sur la guerre. Parce que ce soit au Moyen-Orient, soit les États-Unis vont contre les intérêts d'Israël, et c'est le président qui aura tous les problèmes, ou renforce ce qui se fait actuellement. Et quand on se souvient de la façon dont Trump avait l'administration Trump, la première administration Trump avait déjà géré la crise au Moyen-Orient, on va sans se tromper vers l'enracinement d'Israël. Qu'il vous souvienne que c'est déjà Trump qui a reconnu Jérusalem comme une capitale d'Israël. Donc Trump fera tout pour renforcer l'hégémonie, pour renforcer Israël dans sa position actuelle. Quant à la guerre en Europe, c'est-à-dire la guerre entre la Russie et Kiev, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, on attend de voir. La Russie a joué à un jeu trouble, faisant croire que son candidat n'était pas Trump. Aujourd'hui, Trump est là et Trump a juré qu'en 24 heures, lui pourra mettre un terme à cette guerre. Comment pourra-t-il mettre un terme à cette guerre? Est-ce en mettant un terme au soutien américain à l'Ukraine, ou soit en favorisant, de toutes les façons on est là pour voir, mais il n'y aura pas véritablement un changement
Et vous voyez déjà même les discours au niveau de l'Europe, ils ont commencé par se dire, ils ne raisonnent plus en termes de l'OTAN. Désormais, ils disent, il faut que l'Europe se prenne en charge, il faut que l'Europe prenne ses responsabilités. Ce qui signifie que la guerre pour la multipolarisation du monde va s'accentuer et quitte à ce que chaque région saisisse l'opportunité pour bâtir un modèle, pour bâtir un pôle qui puisse avoir d'influence au sein de l'opinion mondiale. Merci beaucoup Yedafo pour ce point de vue. On va rester sur le plateau de Global LTV alors qu'un autre invité nous a rejoint à présent. Il s'agit de Didier Dengue. C'est la deuxième fois qu'il se présente à cette émission. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation, Pythagore. Voilà, on va dire que vous êtes journaliste, promoteur du média La Plume de l'Aigle. Et vous êtes avec nous, bien sûr, pour décrypter cette actualité croustillante, il faut le dire, concernant la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Déjà, ce n'était pas une surprise pour vous, Didier? Non, ce n'était pas une surprise, mais je redoutais quand même le phénomène de 2020. Vous savez, le président Trump a revendiqué la victoire de 2020, estimant qu'il y a eu beaucoup, mais alors beaucoup de fraude. Oui. Et on a quand même réussi à avoir certaines preuves qui ont circulé, mais qui ont malheureusement été ignorées par la justice américaine. Donc, pour moi, c'était pas une véritable surprise, parce que je sais que le président s'est entouré des hommes vraiment capables de neutraliser n'importe quelle fraude. Voilà, ce n'était pas une surprise pour vous. La victoire de Donald Trump était déjà prévisible. Mais qu'est-ce qui vous rassurait autant, vous qui prétendez aujourd'hui que Donald Trump devait gagner? Qu'est-ce qui rassurait? Qu'est-ce qui vous rassurait? Mais déjà, la base de Donald Trump était ultra mobilisée. Il faut le dire aux téléspectateurs, contrairement à ce qui était véhiculé dans les médias mainstream, laissant croire que les Américains n'aiment pas Donald Trump. Les Américains en avaient marre de cette mondialisation, de ces guerres entretenues dans le monde par Washington sous Biden, qui en réalité ne dirigeait pas. Parce que pendant les sorties publiques de Joe Biden, on se rendait compte qu'il avait du mal à s'exprimer, il avait du mal à marcher même. Oui. Donc, vous imaginez qu'un tel homme ne pouvait pas prendre les grandes décisions sur la marche du monde jusqu'à entretenir des guerres, un peu comme en Ukraine et dans plusieurs coins du monde. Donc, avec cette mobilisation de la base républicaine et cette conquête des démocrates et des personnes qui ne croyaient plus à la politique, il était vraiment évident que le président Trump devait remporter cette élection. Et il y a eu il y a eu un désastre du côté démocrate avec le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Je crois que c'était le deuxième débat. Les barons du Parti démocrate ont estimé que non, c'était un désastre. Biden ne pouvait plus compétir face à un monstre comme Donald Trump et il fallait l'écarter. Et à quelques mois de la présidentielle, on a positionné Kamala Harris qui était déjà impopulaire, vu que pendant l'administration Biden, Kamala Harris n'était pas vraiment mise en avant. Les Américains n'étaient même pas trop au courant d'elle. On a juste moussé son image dans les médias, laissant croire qu'elle pouvait remporter. Mais c'était totalement farfelu de penser qu'une personne venue juste quelques mois avant l'élection, avant la présidentielle, puisse faire face à un gars comme Donald Trump qui prépare cette élection depuis le coup d'État, entre guillemets, de 2020. Donc, c'était irréaliste. Vous qualifiez ce qui s'est passé en 2020 de coup d'État, Didier Dengue? Je reste sur les propos du président Trump. Trump n'a jamais accepté ce qui s'est passé en 2020. Et moi qui suivais de très près
cette élection, je ne regardais pas, je ne suis pas les élections américaines sur les médias mensonges, je les suis directement sur les médias qui font quand même preuve de neutralité. Oui. Je regardais à travers les plateformes, plusieurs médias, donc quand vous disiez qu'il était impensable qu'un Joe Biden remporte une élection. Il y en a même qui vous disaient qu'il y a eu des morts qui ont voté, il y a eu des votes par correspondance. Il y a eu par exemple la machine Dominion qui a également eu un rôle trouble pendant l'élection de 2020. Donc, l'ensemble de toutes ces choses nous laisse croire qu'il était vraiment impensable d'avoir quelqu'un comme Joe Biden qui n'a pas géré. D'autres voyaient derrière Joe Biden un Barack Obama, une Hillary Clinton et tous les barons qui forment l'État profond et qui tiennent en captivité l'économie américaine. Voilà, Didier Dengue, belle analyse, il y a beaucoup de choses qui se disent, hein, et il faut toujours rester dans l'élan de la vérité, c'est très important, surtout quand on suit les actualités aussi importantes que celle-là. On va revenir un peu dans le contexte africain de cette élection présidentielle. Donald Trump est vainqueur, il a fait tellement de promesses lors de sa campagne, il a parlé de l'immigration, la manière dont l'immigration devait être gérée sous son mandat. Il a parlé également des différentes guerres, notamment la guerre au Proche-Orient et la guerre en Ukraine. De toutes ces promesses qui ont été faites, est-ce que vous voyez Donald Trump aujourd'hui accomplir sereinement? Est-ce qu'il est assez outillé pour résoudre les conflits, mais également régler le problème de l'immigration aux États-Unis? Actuellement, le président Trump a les pleins pouvoirs. C'est-à-dire, il contrôle non seulement la Chambre basse, il contrôle également le Congrès. Donc, oui, il a les pleins pouvoirs au moins pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années, il a cette capacité-là d'implémenter ses promesses. Oui. Et lors de sa première prise de parole, après la victoire du 5 novembre dernier, oui, concernant l'immigration, le président Trump a dit « Je ne suis pas contre l'immigration, mais je suis contre l'immigration illégale. Ceux qui veulent venir aux États-Unis doivent respecter les règles en vigueur. On ne veut pas de clandestins aux États-Unis. » Et c'est le discours que Trump a toujours tenu, mais qui a été déformé dans les médias, laissant croire qu'il n'aime pas et qu'il ne veut pas des migrants sur son territoire. Il dit venez aux États-Unis, mais de manière légale. De manière légale. Oui. Et je pense que tout dirigeant sérieux qui respecte sa population, qui respecte son pays, devrait agir de la sorte. Vous ne pouvez pas ouvrir votre territoire au tout venant. Vous pouvez facilement accueillir des terroristes sur votre territoire. Vous pouvez accueillir des extrémistes qui viennent prôner un langage de division dans votre pays. Et le président Trump, connaissant toutes ces choses, avec son projet de monter le mur entre les États-Unis et le Mexique, oui, il a vu que les démocrates ont carrément marché sur ce projet-là et les États-Unis ont été envahis. Je pense que cette politique d'immigration du président Trump devrait servir d'exemple aux autres États du monde, notamment les États africains où vous avez une circulation des armes, des munitions et qui vient des terroristes. Il faut boucher tous ces trous-là afin qu'on n'ait plus de rébellions et le terrorisme un peu de partout sur le continent africain. Je vous relance rapidement avant que vous ne preniez peut-être la question, vous répondiez aux questions des guerres dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui les Africains ou le continent africain devrait attendre quelque chose de particulier de Donald Trump? Le docteur tout à l'heure a parlé, il a très bien parlé, oui, il a dit dans le plan de gestion du 2e mandat de Donald Trump, je ne sais pas s'il a accordé cette ligne à l'Afrique. Et pour moi, ça me réjouit. Chaque État doit s'occuper de ses populations. C'est American First. Of course. Oui, Make America Great Again. Donc, rétablir la grandeur de l'Amérique. Oui. L'Afrique, nous sommes habitués à tendre le main en laissant croire que le Messie vient d'ailleurs. Et les démocrates nous ont laissé croire qu'ils étaient des socialistes.
C'est-à-dire, ils vous donnent des aides, ils ouvrent la porte, la loterie et consorts. Pendant ce temps, ils organisent les pillages de vos pays, les rébellions, le terrorisme. On décime des familles à travers des politiques, des politiques de destruction, non seulement de notre ADN, mais également en fait, de nos populations, en quelque sorte. Mais vous avez là un chef d'État réaliste qui vous dit vraiment que chacun reste chez soi et qui s'occupe de ses affaires. De ses affaires. Vos dirigeants, lors d'une intervention de Trump à la tribune des Nations Unies, il avait conseillé à tous les dirigeants du monde de s'occuper, que chacun s'occupe de ses populations et que chacun se batte pour la démocratie. Et c'est ce que les Américains ont fait. Et concernant les guerres, Didier Dengue, alors que le temps est imparti, Donald Trump a fait beaucoup de promesses concernant les guerres. Il a dit qu'en 24 heures, il restaure la guerre russo-ukrainienne. Il a dit une fois qu'il connaît le président Vladimir Poutine, il connaît également le président Volodymyr Zelensky et qu'il mettrait les deux dans une pièce, qu'il discutera avec les deux et que la paix reviendrait de ce côté-là. Également au Proche-Orient, il a dit qu'il vient pour restaurer la paix. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'étape actuelle des choses, Donald Trump est à la capacité de ramener la guerre dans le monde, notamment en Ukraine et au Proche-Orient? Je pense que le président Trump a cette capacité, vu que les différentes guerres dans le monde sont entretenues par Washington. C'est-à-dire, c'est Washington qui a le levier, il peut actionner n'importe où et faire taire les armes dans le monde. Donc, quand le président Trump le dit, c'est parce qu'il sait sur quel levier il va appuyer. Et vous savez, c'est un homme d'affaires. Il mène beaucoup plus les guerres économiques que ces guerres armées que nous connaissons un peu dans le monde. Et il vous a dit qu'il a promis aux Américains, il a dit aux Américains, tout ce que je vous ai promis sera réalisé. C'est-à-dire, il y aura un retour d'ascenseur. Pour ceux qui ont suivi sa première prise de parole, il a dit, je vais faire ce que j'ai promis. Et contrairement à son premier mandat entre 2016 et 2020, le président Trump s'est entouré de vrais soldats. Vous n'aurez plus de traîtres un peu, ou alors des ventes en guerre dans son administration, un peu comme son conseiller à la défense, John Bolton, qu'il avait d'ailleurs viré, parce qu'on vous dit John Bolton s'est levé le matin, il disait à Trump, on peut attaquer le Venezuela, il faut attaquer, et il voulait induire Donald Trump en erreur. Et vous avez également connu son conseiller à la santé, le patron de la santé, c'était Anthony Fauci, qui tout le temps donnait des conseils sanitaires à Trump pour, en quelque sorte, mettre son mandat en péril. Et Trump vous disait, chaque fois qu'il me disait de faire telle chose, je faisais le contraire et ça marchait. Il a viré également Fauci. Donc, actuellement, avec les hommes qu'il a à la tête des États-Unis, je pense que les différentes guerres ne seront plus les mêmes. Peut-être qu'il y aura les guerres économiques et c'est de bonnes guerres. Merci beaucoup Didier Dengue. Donald Trump est victorieux. On attend les 4 années à venir pour voir et faire peut-être le bilan de Donald Trump, voir s'il a effectivement accompli tout ce qu'il a promis au peuple américain et promis également à la population mondiale, notamment le retour à la paix et à la sérénité dans le monde. Didier Dengue, merci d'être passé. Merci pour l'invitation. Voilà, on va espérer se revoir dans les prochains jours, toujours sur ce plateau. On va également remercier tous ceux qui ont pris part à cette émission. Remercier Maître Teghem qui était en première partie de cette émission. Le docteur Cole François, notre consultant permanent. Remercier également ceux qui étaient avec nous à l'extérieur du Cameroun, notamment au Bénin. Yé Edafo, Gouchma, Papa Johnny aux États-Unis d'Amérique. Ce fut un plaisir de partager ces quelques instants en votre compagnie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Global LTV. Ne décrochez surtout pas. The best yes to come. Goodbye.